Depuis 2015, le système s'est radicalement transformé. On a donc l'arrivée au pouvoir du roi Salman en janvier 2015, et le roi Salman va pousser sur le devant de la scène son fils Mohammed Ben Salman, qui est aujourd'hui prince héritier et qui est l'homme fort du royaume. Et Mohammed Ben Salman va s'évertuer dès le départ à casser les équilibres anciens, à concentrer le pouvoir entre ses mains à lui, au détriment de tous les autres au sein de la famille royale, a donc écarté toutes les branches concurrentes, toutes celles qui historiquement jouissaient des différentes parcelles du pouvoir, et à construire un système centralisé, vertical, avec sa propre personne au sommet, avec lui comme seul donneur d'ordre, en nommant des fidèles un peu partout dans le système, hein, en prenant le contrôle du système, et un système qui, du coup, se transforme en une sorte de monstre froid, ce que l'État saoudien n'était pas pour ses citoyens avant. Alors, oui, c'est que dans cette opération de prise de pouvoir, il s'est fait énormément d'ennemis. Il a dû écarter toutes les autres branches de la famille royale, hein, puisque donc il s'est imposé aux dépens de tous ces concurrents au sein de la famille qui sont nombreux, hein. La famille royale saoudienne, ce sont des milliers de personnes. Il s'est imposé contre tout cela. Et avec des méthodes, là encore, assez brutales, puisque un certain nombre d'entre eux ont été arrêtés, mis en résidence surveillée, accusés de corruption pendant la fameuse affaire du Ritz. Donc tout ça est quand même une prise de pouvoir, enfin une vraie révolution de palais, ou un coup d'état de palais, pourrait-on dire, quand même assez violent dans sa mise en œuvre. Mais il s'en est pas pris qu'au milieu princier, il s'en est pris au milieu économique, hein. Tous les gros hommes d'affaires du royaume sont aussi passés par le Ritz, et donc se sont fait dépouiller d'une partie de leur fortune, se sont fait menacer. Il s'est aussi mis une partie du clergé à dos, avec un certain nombre de réformes sur la question religieuse qui lui valent l'animosité d'une partie du clergé. Donc c'est quelqu'un qui a énormément d'ennemis. Et on peut imaginer que tous ces ennemis attendent le moment pour relever la tête. Alors, effectivement, il s'est bien protégé, c'est quelqu'un qui est assez méthodique finalement dans sa prise du pouvoir, il a placé des loyalistes à tous les postes importants, il contrôle aujourd'hui la structure, il a verrouillé d'une certaine manière la structure, il a mis en place une sorte de garde prétorienne qui s'appelle la sécurité d'État. C'est le même nom en arabe que la police politique en Égypte, et c'est probablement pas complètement un hasard si Mohammed Ben Salman s'inspire du modèle égyptien. Il y a quelque chose de sissiste un peu dans la manière que Mohammed Ben Salman a de vouloir gouverner son pays. Tout ça fait que malgré tout, il s'est quand même protégé. Il est aujourd'hui quand même entouré de gens qui sont des fidèles. Il tient les appareils d'État et il tient en particulier les positions sensibles. Voilà, après, tout peut arriver d'une certaine manière. Mais c'est vrai que à court terme, non. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est assez frappant de voir les mots qui ont été échangés entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, en particulier de la part des États-Unis, parce que c'est tout à fait inhabituel, hein. Ce sont deux pays qui, depuis 1945, sont des alliés fidèles, hein. L'Arabie Saoudite, c'est le premier allié américain au Moyen-Orient, avant Israël, hein. Historiquement, le premier pied-à-terre, d'une certaine manière, des Américains au Moyen-Orient, c'était l'Arabie Saoudite, pour le pétrole, et avec cette alliance qui remonte à 1945. Donc cette relation est ancienne, elle est solide, et c'est vrai qu'on était surpris de voir Trump parler de punitions sévères contre les Saoudiens, on était surpris de voir des membres du Congrès américain appeler à des sanctions contre l'Arabie Saoudite. C'est un langage dont on n'a pas du tout l'habitude, même après le 11 septembre. De tels mots n'avaient pas été employés. La presse et l'opinion publique, après le 11 septembre, avaient fait le procès de l'Arabie Saoudite, mais les responsables politiques américains, après le 11 septembre, s'étaient bien gardés de toute déclaration de ce genre. Donc on a effectivement dans la rhétorique quelque chose de nouveau. Et en même temps, cette rhétorique excessive, c'est un peu la marque de Trump. Enfin, Trump, précisément, c'est quelqu'un qui, un jour, fait une déclaration excessive et le lendemain fait strictement l'inverse. Et il nous a habitués à ça. C'est pour ça qu'à mon avis, il ne faut pas donner trop de crédit non plus à ces déclarations, d'autant qu'on est en train de voir en fait que ces jours-ci, les États-Unis sont en train de essayer de faire dégonfler un peu l'affaire, hein. Après les déclarations des débuts très virulentes contre l'Arabie, eh bien on a aujourd'hui plutôt des déclarations plus molles,
qui laissent entendre que peut-être les Saoudiens n'y sont pour rien, etc. Donc on voit les Américains qui essayent d'une certaine manière de se désengager. Les Européens ont traîné des pieds depuis le début, hein. Il a fallu 8 jours à la France pour dire quelque chose, et quand elle l'a fait en des termes quand même très mesurés. Et on peut se dire aussi que les pays européens vont attendre le moindre prétexte pour se désengager, parce que les intérêts économiques sont trop importants. Les uns et les autres ont des intérêts avec l'Arabie Saoudite. Trump, en particulier, il mise sur l'économie pour sa réélection. Il ne peut pas se permettre pour des raisons politiciennes, intra-américaines, il ne peut pas se permettre de perdre un partenaire économique comme l'Arabie Saoudite. Donc les Saoudiens ont quand même une capacité à faire pression sur leurs partenaires et à leur faire accepter un certain nombre de choses, y compris ce genre de choses. Ce n'est pas les seuls, hein. Il y a la guerre au Yémen, il y a plein d'autres choses qui font un peu tiquer les Américains ou les Européens, mais en fait, pour toutes ces raisons que j'ai évoquées, les Américains et les Européens laissent faire.